Donc au programme ce soir, je vais commencer par faire une présentation des systèmes multi-agents, donc je vais expliquer ce que c'est juste après. Et après, il y a TucDual, donc de chez GitHub, qui va nous expliquer un peu le fonctionnement de Copilot, puis qui va aussi nous parler de la toute dernière fonctionnalité de GitHub autour du service de modèle, donc de l'inférence de modèles sur étagère. Donc commençons par parler de système multi-agents, et juste avant, je me représente rapidement, Adrien Marais. Alors maintenant, je travaille chez H Company. C'est une startup, c'est une deep tech qui fait ses propres modèles pour faire des agents qui sont capables de manipuler le navigateur. Voilà, on ne peut pas trop en dire plus, mais en gros, l'idée, c'est d'automatiser des tâches via le navigateur. Et comme je disais, je fais aussi partie du collectif GNI.fr. D'abord, avant de parler de système multi-agent, on va juste essayer de se rappeler c'est quoi un agent. Donc c'est un peu le buzzword en ce moment, agent, MCP, vous voyez ça partout sur LinkedIn. C'est vraiment un buzzword, quoi. C'est la nouvelle blockchain, c'est le nouveau big data, le cloud, tout est un agent. Donc personne n'est vraiment d'accord sur la définition. Moi j'aime bien dire qu'un agent c'est un système qui possède une ou plusieurs de ses composants. Donc souvent c'est un système qui utilise des LLM et des outils. Non, il n'y a pas le... Ah, si, c'est là. C'est un système qui va avoir une certaine autonomie, capable de faire des tâches un peu tout seul, quoi. Un système dans lequel on va avoir de la planification, donc de la planification en amont ou de la planification faite par le système lui-même. Et puis finalement, on va avoir aussi un état, donc c'est l'état du système tout au long de son processus. Et en général, si vous en avez au moins 2 sur 4, on dit que c'est un agent. Alors après, tout le monde n'est pas d'accord, on pourra en discuter après si vous voulez, mais il faut bien commencer par quelque part. Donc on a commencé à parler d'agents il y a pas mal de temps déjà, mais il n'y en a pas tant que ça en production, il y a beaucoup de drague. Et on commence déjà à parler de système multi-agents. Donc pourquoi on n'est même pas allé en profondeur dans les agents, on commence déjà à parler d'autre chose, d'un nouveau concept plus compliqué. C'est parce qu'en fait les agents, il y a des limitations qui arrivent assez vite quand on commence à en développer sur des vrais cas d'usage, qu'on les met en prod. On se rend compte que la partie du prompt, là, donc le module de planification et de mémoire, c'est quelque chose qui va grossir assez vite. Donc le prompt de l'agent grossit assez vite. Et plus un prompt est gros, moins il est performant au niveau de la génération, parce que forcément la probabilité est plus répartie, la probabilité des tokens est plus répartie, donc on va avoir une génération de moins bonne qualité. Et puis dans un agent, on a aussi des outils qui font beaucoup de bruit. Donc, quand je dis du bruit, c'est qu'ils font beaucoup de texte. Par exemple, si vous listez des logs applicatifs depuis Datadog, vous vous retrouvez rapidement avec 5000, 6000, 10 000 lignes de logs. Et donc quand on met tout ça dans un prompt, ça le fait encore grossir. Donc on pèse les performances, ça coûte plus cher aussi, ça coûte beaucoup plus cher. Et puis c'est plus lent, il y a plein de raisons d'avoir des plus petits prompts. Et finalement avec un agent, on ne peut pas trop spécialiser les instructions. Là c'est toujours pareil, si on a dans le même prompt des instructions pour GitHub, Notion, Datadog et Slack, la probabilité de générer le bon token, elle est un peu répartie entre toutes ces instructions. Donc l'idée, ça va vraiment être de spécialiser les instructions pour des types de tâches. Donc si on résume, dans le système multi-agent, on va avoir un système modulaire, parce qu'on va avoir plusieurs agents qui vont avoir des tâches bien définies. Donc des tâches bien définies ça en fait des agents spécialisés. Les slides ne passent pas très bien, mais c'est pas grave. Donc ces agents, ils vont pouvoir collaborer. On va parler justement de la collaboration, hein. C'est le but de ce talk, de voir certains modes de collaboration dans un système multi-agent. Un système multi-agent sera aussi plus testable quand c'est plus découpé, quand il y a moins d'interactions possibles. C'est plus facile à tester, hein. C'est software engineering one-to-one. Et finalement, alors quand on a un système multi-agent, on va avoir quelque chose qui se rapproche d'un ensemble de microservices. Donc scaler des microservices, c'est plus simple parce que peut-être que le Slack agent, lui, il prend beaucoup de trafic. Donc on va lui mettre 20 pods dans Kubernetes et le Notion agent, personne n'utilise, donc on en met beaucoup moins. Donc voilà, ça c'est un peu tous les avantages des systèmes multi-agents. Mais voilà, une fois qu'on a un système multi-agent, il faut que ces agents, on puisse les organiser, il faut qu'ils puissent communiquer comme une équipe en fait. Donc comment on fait ça? Il y a plein de façons de faire. On peut vraiment faire juste des boucles for avec des if, ou des switch case, ce que vous voulez. Mais il y a quand même un truc qui est assez pratique en informatique, ça s'appelle des graphes orientés. Les graphes orientés, c'est une structure qui n'est pas du tout nouvelle, hein. C'est un truc un peu ancien, comme on dit. Qu'est-ce que c'est un graphe orienté? C'est un système dans lequel on va avoir un point de départ et un point d'arrivée. Puis ensuite, ça va vraiment pas bien. Ensuite, on a des nœuds.
donc c'est en bleu là. Et puis entre ces nœuds, on va avoir des transitions, donc les nœuds représentent les agents. Et puis ces transitions, elles vont être soit directes, soit conditionnelles. C'est ça qui est intéressant. On va avoir certaines transitions, ça va être avec du code. On va faire des if sur du code, et puis on passe au nœud suivant ou à un autre. Certaines transitions, on va faire appel à un LLM. Donc là, il manque un picto. Hop, il vient. On fait appel à un LLM. Et le LLM va évaluer si on doit aller sur le nœud A ou le nœud B. Et le dernier type de transition, c'est pas vrai. C'est celui-là, c'est celui qu'on voit tout en haut à droite, c'est Human in the Loop. Donc c'est faire intervenir un être humain pour lui demander son avis. Une validation, son avis, peu importe. Alors ça c'est super important aujourd'hui dans les meilleurs systèmes d'IA, c'est ceux qui intègrent l'humain à l'intérieur. Par exemple, Copilot, c'est un excellent exemple. Copilot est un excellent système IA, un très bon agent, mais il fonctionne aussi bien parce qu'il demande constamment du feedback à l'utilisateur. Enfin, en tout cas, l'utilisateur lui dit si ça ne va pas, lui dit améliore, non, n'utilise pas cette fonction, etc. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir des systèmes dans lesquels on va essayer d'inclure l'humain. Et du coup, dans un graphe orienté, l'humain, on l'inclut au niveau d'une transition, en lui demandant son avis. Est-ce que tu valides cette maquette? Est-ce que ça te paraît être la bonne chose? Est-ce que je devrais plutôt demander à Notion ou à Slack? Bref, on peut demander plein de choses. Donc si on résume, un graphe orienté, on a des nœuds, on a des transitions, qui peuvent être conditionnelles, et puis on a aussi un état. Donc c'est l'état du graphe. C'est l'avancement, l'historique des messages, une liste de tâches, voilà, plein de choses. On peut mettre ce qu'on veut dans son état, hein, c'est vraiment spécifique au métier. Ce qui est vachement intéressant avec les graphes orientés, c'est qu'au niveau de l'exécution, pour exécuter un graphe, une étape d'un graphe orienté, il y a besoin d'avoir le graphe, donc c'est la définition du graphe avec les nœuds et les transitions qui existent, d'avoir l'état et d'avoir le nœud courant. Et en fait, si vous avez ces trois éléments, vous avez une exécution stateless. C'est-à-dire que dans un système distribué, n'importe quel nœud va être capable d'exécuter l'étape suivante d'un graphe. Donc ça paraît de rien comme ça, mais c'est la condition obligatoire pour un système scalable à grande échelle. On va pouvoir faire de la reprise sur panne, on va pouvoir avoir des nœuds qui vont pouvoir traiter de manière indépendante les messages, parce que par exemple, si vous commencez à traiter un workflow agentique, et qu'à un moment vous demandez à un humain de rentrer dans la boucle, il faut bien arrêter l'agent, donc arrêter l'instance sur laquelle ça tourne, aller demander à un humain son avis depuis le front-end, et puis ensuite faire repasser tout le message, et là c'est peut-être une autre instance qui va continuer à exécuter le graphe. Donc c'est beaucoup plus facile de scaler des systèmes où l'exécution est stateless comme ça, que des systèmes où l'exécution est stateful. Typiquement, la dernière fois, j'ai une question, c'est quoi un système stateful par exemple? Typiquement, quand on manipule des navigateurs, comme chez H, on a des systèmes stateful, parce que le navigateur est stateful. Sur le navigateur, vous avez une session, vous avez un cookie. Donc il y a des choses que vous contrôlez, on peut contrôler les cookies, on peut contrôler les headers qu'on envoie, mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas, l'adresse IP par exemple. Donc si vous vous connectez avec une autre instance, vous aurez une autre adresse IP, le site va considérer que vous êtes une nouvelle personne. Donc si on arrive à avoir du stateless, c'est super. Si on n'a pas de stateless, on fait avec. Mais du coup, c'est beaucoup plus compliqué d'atteindre la scalabilité. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles les graphes orientés, c'est bien, en dehors du fait que ça fournit une structure assez carrée pour faire des systèmes, les faire évoluer, en parler, parce qu'on a un graphe c'est visuel, tout le monde comprend. Ça permet aussi d'avoir une scalabilité de manière assez facile. Ok. Maintenant, on va parler un peu des manières d'organiser ces graphes orientés, donc des topologies de réseau, quoi. Donc la première dont je vais vous parler, c'est ce que j'appelle Open Network. Donc, il y en a qui disent juste Network, moi j'aime bien Open Network, je vais vous dire pourquoi. Pour ça, on va prendre un exemple, c'est toujours plus facile avec des exemples. Donc, j'ai un point de départ, c'est une instruction, je dois créer une application, un peu comme Lovable, Bolt, etc. Dans mon système, j'ai trois agents. J'ai un agent, c'est un Product Owner, qui va définir l'user journey, maintenir une liste de tâches. J'ai un agent, c'est un designer, qui fait les interfaces, qui les design. Puis j'ai un agent, c'est un développeur, lui il va écrire le code pour implémenter ces interfaces. Donc vous êtes vraiment comme dans un système humain, quoi, comme dans une équipe humaine. D'ailleurs c'est toujours le bon point de départ, c'est de partir du processus humain, de l'équipe humaine, et de designer la première version de son système multi-agent en fonction de ce qu'aurait fait une équipe d'humains. Donc comment ça se passe dans ce système qui est ouvert? Donc on commence par le Product Owner qui reçoit la tâche, il va créer des user journey, une liste de tâches, puis il va demander au designer, là ça va être fais-moi mon interface, le designer fait l'interface,
renvoie l'interface faite au product owner, puis ensuite le product owner va demander au développeur, et là le développeur, bah, l'interface elle est un peu compliquée, il y a un composant front-end, le designer il s'est un peu lâché, c'est trop dur à faire, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va communiquer directement avec le designer, il va lui dire cette interface, j'ai du mal à la faire. Quand je dis lui, c'est l'agent, hein. J'anthropomorphise tout le temps, mais c'est plus simple comme ça. Donc le développeur s'adresse directement au designer, puis le designer va lui renvoyer une UI plus simple à implémenter, le développeur va l'implémenter, dire au chef de projet que c'est fait, etc., etc., on va boucler. Juste pour le truc, bah, si on voulait faire du man in the loop ici, par exemple, on peut demander à un humain de valider les maquettes. Voilà, vous recevez une notification sur Slack, sur WhatsApp, dans une interface, peu importe, et vous validez une maquette. Non, vous validez une feature ou vous validez une maquette. Désolé, je me suis un peu embrouillé. Donc ici, l'humain pourrait faire de la validation, par exemple. Donc dans ce système, on voit que les agents ils peuvent tous communiquer les uns avec les autres. Donc si on en avait plus, bah, on a un nombre de relations entre agents qui serait plus élevé. Donc ces systèmes, ils ont un avantage indéniable, c'est qu'il y a beaucoup d'autonomie. Hein. On a vu que l'agent développeur, il est capable directement de, entre guillemets, s'adresser au designer pour lui redemander une modification d'une interface. Donc c'est bien, ça évite de repasser par le product owner, etc. Par contre, après, il y a plein de désavantages. Donc c'est super compliqué à debug, parce que en fait, chaque agent peut interagir avec chaque agent. Plus il y a d'interaction, plus c'est compliqué. Beaucoup d'hallucinations. Vous allez voir, ces hallucinations, il y en a tout le temps, mais là, le risque de déviance est assez élevé. En gros, ce qui se passe, c'est un peu l'histoire du téléphone arabe. S'il y a un des agents qui fait une hallucination, ensuite il va envoyer son message halluciné à l'autre agent, qui va du coup augmenter les chances que cet agent hallucine lui aussi, etc. etc. Et donc vu qu'ils communiquent tous directement, c'est assez difficile à contrôler, donc voilà, c'est un peu le bordel. Pas mal de risques de boucle infinie, vu que tout le monde communique avec tout le monde. Bon, des risques de boucle infinie, ça peut se mitiger avec des limites, etc. Mais c'est quand même un risque. Et puis, c'est pas très testable. Enfin, moi, je suis d'abord un développeur, j'aime bien tester des trucs, quoi. J'aime bien que tout soit testé, en TDD, si possible, mais au moins avoir des tests de non-régression. Avec les LLM, c'est beaucoup plus dur qu'avec du code, mais on arrive quand même à faire des choses. Et ce genre de système, vu qu'il y a beaucoup d'interactions possibles entre chaque agent, bah, c'est vraiment compliqué à tester, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que je n'aime pas trop les réseaux ouverts. Deuxième architecture que je vais vous présenter, et ce sera d'ailleurs la dernière ce soir, c'est l'architecture, la topologie hiérarchique. Architecture et topologie, c'est la même chose. Donc ce que j'aime bien en fait dans cette topologie, c'est que c'est quelque chose qui vient assez naturellement quand on construit un système multi-agent. Vous vous souvenez, on part toujours de l'agent simple, et on se dit, bah, j'ai besoin de faire une tâche, je vais faire un agent. Donc ici par exemple, l'exemple que je prends cette fois-ci, c'est un SRE, Software Reliability Engineer. Donc c'est l'ingénieur qui est en charge de la prod. La prod doit fonctionner. S'il y a un problème, c'est lui qui doit réveiller les bonnes équipes, essayer de trouver la source du problème, etc. Donc là, on va dire qu'il essaye de trouver la source du problème. Donc là, j'ai un agent simple avec deux outils. Un outil qui permet de lister des logs, puis un outil qui permet de lister les changements récents sur GitHub, par exemple, les dernières pull requests sur la codebase. Donc mon point de départ, ça va être une alerte. La latence a augmenté, 95% du temps, elle est supérieure à 500 ms. Alors, ça, c'est pas bien. L'application est ralentie. Donc qu'est-ce qu'il va faire l'agent? Il va utiliser son premier outil, il va dire à l'outil, bah, liste-moi tous les logs depuis un jour, pour voir. L'outil lui fait pas de souci. Voilà 10 000 lignes de logs. Deuxième outil, liste-moi tous les changements depuis un jour, comme ça je vais corréler avec les logs. Ça, c'est le raisonnement que l'agent il fait. Pas de souci, voilà 2000 lignes de code. Donc là, dans le prompt, l'agent, il se retrouve avec 10 000 lignes de log, 2000 lignes de code. Vous vous souvenez, gros prompt, ça coûte cher, c'est lent, c'est moins performant. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Assez naturellement, bah, nos outils vont devenir des agents. Et c'est là que le modèle hiérarchique va émerger, car chaque outil peut se spécialiser en un nouvel agent. Alors pourquoi on va le spécialiser? Bah, il y a plusieurs raisons. Donc, pour vous exposer ça toujours, je vais refaire le parcours. Donc ici, l'agent SRE, qui a un peu un rôle d'orchestrateur, hein, chef d'orchestre, chef de projet, comme vous voulez, il va communiquer avec son agent qui gère l'analyse des logs, ou qui gère la récupération des logs, peu importe, plutôt l'analyse. Il lui dit, la latence augmente, cherche quelque chose unusual in the logs. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que les agents, en fait, ils vont pouvoir communiquer avec du langage naturel.
parce que c'est des LLM derrière qui vont traiter son langage naturel. Donc le log agent, il fait la même chose. Il utilise son outil, il lit les logs des 15 dernières minutes ou le dernier jour, il se récupère 10 000 lignes de logs, et là il les analyse lui-même. Et ce qui va faire remonter à l'orchestrateur, c'est uniquement l'analyse. Et l'analyse, elle tient en une phrase. Les logs montrent que Redis est en train de virer des clés pour accepter de la donnée, donc en gros ça veut dire que vous n'avez plus de mémoire dans votre Redis. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que l'orchestrateur, au final, il fait retourner son analyse, mais il a beaucoup moins de données, de texte dans son prompt, donc ce sera plus performant, ça coûte moins cher, enfin bref, vous avez compris. Et il continue, il demande au code agent, voilà, il lui dit « Redis is evicting key, search potential causes in recent changes ». Et le code agent, on va imaginer qu'il est un peu plus compliqué, il commence par chercher tous les fichiers qui utilisent Redis, puis après il va demander les modifications récentes de tous ces fichiers-là. Et puis il va analyser tout ça, ces 2000 lignes de code dans son prompt à lui, et au final, il va redire au SRE Agent uniquement le résultat de son analyse. Voilà, le service Redis a été modifié hier avec un nouveau cache, mais il n'y a pas d'expiration policy. Et donc là, l'orchestrateur, il va avoir assez d'informations pour émettre une hypothèse sur la cause de l'erreur. Donc c'est vraiment comme ça que ça se construit de manière assez naturelle pour limiter, pour spécialiser du coup les prompts, parce que dans chaque agent, on va avoir un prompt spécialisé dans l'analyse des logs, analyse du code, et aussi pour limiter la quantité de données qu'on va mettre dans les prompts. Et ce système hiérarchique, il n'a pas de limite, c'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer que du côté du code agent, on se retrouve avec deux sous-agents encore, un qui a la tâche uniquement de chercher des fichiers, et un qui a la tâche uniquement d'analyser le code avec une instruction précise. Et donc c'est comme ça qu'on peut dérouler un système hiérarchique et arriver à toujours plus de spécialisation, de complexité aussi, mais voilà, tout a un coût. Donc si on résume un peu ici, donc on a nos 3 agents, c'est pas mal, ça nous permet aussi d'avoir 3 équipes. Bon, on aurait pu l'avoir avant aussi, des équipes, mais là c'est encore mieux parce que chaque agent est assez isolé des autres parce qu'il ne communique qu'avec un seul agent. C'est-à-dire que vu qu'il y a une relation hiérarchique, chaque agent il reçoit des instructions que d'un seul autre agent, et après il utilise des sous-agents, mais comme des outils, donc il n'y a pas beaucoup de complexité dans leurs interactions. Donc ça va nous donner un système qui va être moins autonome, parce que les agents ils repassent tous par leurs parents, par le système hiérarchique. Après on a pas mal d'avantages par rapport à la topologie ouverte, c'est que la complexité de débugger un système comme ça, elle est beaucoup plus simple, parce qu'il y a moins d'interactions au final qui sont possibles entre les différents agents. Alors il y a toujours beaucoup d'hallucinations, ça je ne vais pas vous mentir, c'est toujours un gros problème avec les LLM. Et puis ensuite, on va avoir, pareil, moins de risques de boucle infinie, vu que retour repasse toujours par le parent, il y a moins de risques que les agents bouclent entre eux dans une boucle locale, et c'est plus facile à tester que les réseaux ouverts. Voilà, c'est à peu près tout. J'avais une autre topologie que je présente d'habitude, mais ce soir ça fait un peu long. Voilà, merci en tout cas d'avoir écouté, j'espère que c'était pas trop compliqué, que vous avez bien compris pourquoi on fait des systèmes multi-agents, et si vous avez des questions, je les prendrai juste après. Merci beaucoup pour la presse qui était super intéressante. Petite question du coup, en termes de cas d'usage, de votre côté, est-ce que pour la partie du coup multi-agent, est-ce que vous avez des outils à conseiller, des choses comme ça? Donc il y a évidemment CrowAI qui est connu, mais est-ce que vous en avez d'autres qui globalement peuvent être intéressants ou pas spécialement? Oui, bien sûr, merci pour la question. Quand tu parles d'outils, tu parles de framework, de choses comme ça? Ok, très bien, j'adore cette question. Alors, moi, j'ai un truc avec les frameworks, les outils, c'est que quand je mets quelque chose dans mon code, quand j'utilise un outil externe, je deviens dépendant de cet outil. Et le code que j'écris, qui part en production, normalement, si tout se passe bien, il va rester en production pendant des années. J'espère que la boîte continuera à exister. Et donc, je vais être dépendant d'un truc pendant des années. Et donc déjà, ça c'est un problème, ça peut être un problème. Et en fait, dans l'écosystème GenAI, les choses vont très très vite. Donc les librairies, elles sont créées, puis elles sont abandonnées, puis on passe de la V1 à la V4 en 6 mois, il faut tout changer. Donc c'est un rythme assez intense pour un cycle produit normal, où on a besoin de trucs qui tiennent pendant des mois, voire des années, sans qu'on ait besoin de les modifier tous les jours. Donc je suis un peu anti-framework, anti-librairie, ou en tout cas j'aime bien utiliser vraiment le minimum.
Pour les agents, il y a un peu à boire et à manger dans les gros frameworks, Small Agent, celui de OpenAI, celui de Microsoft. C'est des frameworks qui font un peu de tout et qui vont mâcher pas mal du travail. Donc, je considère que c'est bien pour poker quelque chose, voir si ça marche. Après, je pars jamais en prod avec ce genre de choses. Si je devais en conseiller un, c'est LangGraph, qui existe en Python et en Node, enfin en TypeScript. C'est assez intéressant parce qu'il le brand comme un framework d'agents, etc. Mais c'est juste un graphe orienté en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien, c'est parce que c'est super simple. C'est juste un framework qui permet de définir des nœuds, des transitions et qui gère le human in the loop et la persistance du state. Donc c'est juste ce que je veux. Et après, je peux faire ce que je veux dedans. Je peux utiliser Vercel AI SDK, je peux utiliser, tu peux utiliser ce que tu veux. Et du coup, ça te force quand même à avoir le formalisme du graphe orienté avec tous les avantages que j'expliquais. Et c'est une dépendance que je suis prêt à prendre parce que c'est pas un truc énorme qui structure toute la manière dont est faite mon application. C'est vraiment un endroit précis, il n'y a pas beaucoup de features dedans. Donc voilà, si vous voulez un truc, bon conseil, LangGraph, moi je suis vraiment fan. Tous les autres, je trouve il y a trop de trucs dedans, quoi. Oui, bonsoir, merci pour la présentation. Au niveau des hallucinations, quelles sont les solutions que vous avez envisagées pour remédier alors, je sais que parfois on essaie de comparer les résultats entre différentes LLM, mais la question serait plutôt aujourd'hui, quel est l'état de l'art pour arriver à remédier au maximum à ces hallucinations? Merci, c'est super comme question et c'est aussi très dur. Mais c'est une super question. Et d'ailleurs, le dernier meet-up, il y avait Zeno Lloyd du CHU de Montpellier qui a fait un super talk là-dessus. Et je me souviens plus le nom de sa technique. Mais il y a des techniques qui permettent de se passer complètement des hallucinations au coût de... Il y a des tâches qu'on peut pas faire, qu'on ne peut pas résoudre. Et avec un coût de token assez élevé aussi, puis avec beaucoup de formalisme. Je sais même pas si ça peut s'appliquer à tous les cas d'usage. Là, c'était sur des cas d'usage de classification. C'était Self-Logical Assessment. Voilà, si vous voulez aller voir le papier, c'est quelque part. Self-Logical Assessment. Sinon, la technique que nous, on utilise, c'est d'avoir des LLM qui évaluent la sortie des LLM. Voilà, donc ça ne résout pas le problème des hallucinations à 100%, mais ça les réduit. Et finalement, après, la vraie technique, la killer technique, c'est Human in the Loop. Parce que c'est un humain qui va vérifier qu'on est bien, qu'il n'y a pas une grosse hallucination. Mais voilà, pas trop de solutions miracles, désolé. Merci en tout cas à tous, et voilà, après si vous voulez discuter, je suis toujours là. Merci.